Hervé Morin, notre invité ce matin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes donc candidat à la présidence de l'UDI. En effet, oui. Je suis candidat pour une raison très simple, parce que j'imagine que c'est ça les questions que vous me posez. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi tout simplement parce que Jean-Louis Borloo a reconstruit le centre. Nous étions poussière en quelque sorte, tellement divisés. On a recréé une densité, un nom. L'UDI commence à être reconnue et rentrer dans le paysage politique français. Et désormais, il faut faire de l'UDI un parti d'alternative, un parti de gouvernement, un parti à partir duquel on peut construire une majorité d'idées qui soit pour les Français autre chose que l'éternel balancier de l'UMP et du Parti socialiste. Et dire aux Français, il n'y a pas de fatalité à la crise institutionnelle, morale, sociale, politique que nous vivons. Nous avons tout pour réussir dans ce monde nouveau, nous avons tous les éléments, la matière grise, l'intelligence, les savoir-faire, les infrastructures, notre géographie. Et dans ce monde nouveau, nous avons un potentiel considérable pour être un de ces acteurs majeurs. La seule chose, c'est que il faut simplement changer de logiciel. Et dire aux Français que notre système politique est à bout de souffle, il est usé jusqu'à la corde, avec une défiance absolue et un système qui mène à l'impuissance. Eh bien, il faut changer de système institutionnel. Eh bien, nous allons parler de ça, justement. Mais quelques mots sur le centre. Le plus populaire au centre s'appelle François Bayrou. Heureusement pour lui, il a fait 3 présidentielles. Oui. S'il ne l'était pas... Oui, mais quand même. Mais tant mieux. Après 3 présidentielles, après des choix que vous avez discuté, contesté, discuté, il reste le plus populaire au centre. Très franchement, je ne regrette pas de ne pas avoir appelé à voter François Hollande compte tenu du caractère absolument apocalyptique de sa présidence. Oui, mais Hervé Morin, s'il reste le plus populaire, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi, selon vous ? Parce que il incarne probablement la probité. J'essaie de trouver les éléments pourquoi... Probablement. Non, mais à coup sûr. Oui. Non, mais je veux dire, probablement pourquoi. Ah bon, d'accord. Hein Ah bon. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. La probité, une certaine idée de ce qu'il faut construire. Nous avons fait la campagne des Européennes ensemble. Oui. Ce que moi je propose, dans le cadre de la présidence de l'UDI, ça n'est pas de construire un nouvel organigramme entre le MoDem et l'UDI. On n'a pas besoin à nouveau de chefs, de sous-chefs, de caporaux, etc. Oui. On a besoin, désormais, de dire aux Français, on va vous proposer un projet alternatif. Et donc de dire à nos amis du MoDem, à tous les centristes de l'UMP qui n'en peuvent plus d'un système qui est en train de s'effondrer de l'intérieur. On va parler de l'UMP. À dire aux sociodémocrates du Parti socialiste, aux Verts qui savent que nous sommes le parti du développement durable responsable, de leur dire on va travailler sur le fond pour proposer aux Français un projet alternatif. Et puis ensuite, nous verrons bien comment nous nous organiserons. Donc l'idée de fond, c'est l'idée d'une forme d'union nationale, si je comprends bien. L'idée, c'est de construire une majorité... Mais vous voyez bien que c'est très compliqué sous la Ve République, parce qu'on a un système de dingue. Il y a 2 partis qui dirigent le pays depuis 30 ans, 40 ans. Avec 35 ou 40% des voix, ils accaparent tous les pouvoirs. Une fois toi, une fois moi. Mais vous y avez participé, J'entends bien. Mais j'ai le droit aussi d'y avoir participé, ayant été au gouvernement, ayant fait une des seules réformes majeures de l'État. Monsieur Bourdin, j'ai fait 1,6 milliard d'euros d'économies de fonctionnement sur le ministère de la Défense. J'ai entrepris une réforme fondamentale d'une structure démontrant qu'on peut réformer et qu'on peut faire adhérer les gens à la réforme sans que ça se termine mal. Mais qu'est-ce que je dis? C'est que depuis 15 ans, droite et gauche, nous n'avons pas abordé les sujets qui fâchent et les sujets qui nous permettraient de redevenir... On va parler des sujets qui fâchent, parce que le système institutionnel crée l'impuissance, parce que la bipolarité, parce que la logique de bloc contre bloc crée cette impuissance-là. C'est ce que dit Marine Le Pen, la logique bloc contre bloc crée l'impuissance, c'est ce qu'elle dit. L'élection présidentielle rend dingo le système politique, parce que l'élection présidentielle telle qu'elle est construite empêche la création, la construction d'un projet collectif, d'une famille politique qui se dit, dans la mondialisation, dans ce monde nouveau, qu'est-ce que c'est que d'être socialiste, par exemple? Bon, et là, on a affaire à une élection présidentielle
qui est une avalanche de démagogie, sans cohérence d'ensemble. Et donc au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on parle et on écrit un autre film que celui qu'on a raconté durant la campagne. Et en même temps, bien entendu, comme ça n'a pas été cohérent, on est dans les emmerdements, comme vous les voyez aujourd'hui. Et Hervé Morin, quelques mots quand même sur le centre encore. Ensuite, nous passerons à la défiance des Français envers la politique, l'éclatement. Mais déjà, vous êtes éclaté à l'UDI. Il y a déjà plusieurs candidats à la présidence. Je vois Yves Gégaud, Jean-Christophe Fromentin, bientôt Jean-Christophe Lagarde. Mais oui. vous voudriez qu'une formation politique, ce soit simplement... Non, je veux rien du tout, moi. Mais je vous dis, c'est bien qu'on ait ce moment de démocratie. Le centre est éclaté. On ne comprend plus rien. Il y a le Parti radical, il y a le MoDem, il y a le Nouveau Centre, il y a... Mais attendez. Jean-Jacques Bourdin. Oui. On va vous montrer une chose. C'est qu'on peut avoir dans une formation politique des élections propres. D'accord? Ça va changer des autres. Ah oui. Parce qu'on a créé des règles qui vont nous permettre de faire ça dans la transparence. C'est-à-dire, par exemple, le contrôle des listes électorales, comment est organisé le vote, Pourquoi dans les autres partis on triche? Écoutez, vous avez suffi d'avoir constaté comment ça s'était passé à l'UMP ou au Parti Socialiste hier ou avant-hier. Donc on va vous montrer qu'on peut avoir des élections avec des ambitions légitimes, des gens qui sont plus conservateurs, d'autres qui ne proposent pas des évolutions institutionnelles comme j'en propose, certains qui sont plus libéraux, d'autres qui le sont moins. Alors, le futur président... Il faudra créer une équipe renouvelée, rajeunie, féminisée. Le futur président de l'UDI sera donc connu à l'automne, on est bien d'accord. Il y aura un congrès en novembre, on est bien d'accord. Vous avez bien lu. Est-ce que le futur président de l'UDI sera candidat à la présidentielle? Ce sont deux choses différentes. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que ça dans la tête? Il n'y a pas que ça dans la tête. Vous n'avez que ça dans la tête. L'UMP, c'est devenu l'UMP, c'est devenu une addition d'écurie présidentielle. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Il n'y a plus rien d'autre que ça. Moi, je veux pas ça. Je vous ai dit, je veux qu'on construise un projet ensemble, nous tous, centristes là, mais bien au-delà de la maison. Bien au-delà de la maison UDI. Et puis, deuxième temps, le président de l'UDI, il doit construire le projet. Il doit ensuite mettre le parti en situation de décider collectivement, quel sera le mode de sélection de notre candidat et si nous avons un candidat. Parce qu'il y a quand même un sujet, on doit tout faire. Si vous avez un candidat. On doit tout faire pour être en capacité d'avoir un candidat. C'est la logique de la Ve République. Mais en même temps, on doit tout faire pour être responsable. Et la responsabilité, c'est pas de créer un 21 avril à l'envers et d'être éliminé du second tour. Et la responsabilité, c'est de constater, est-ce que nous sommes en capacité de pouvoir créer un mouvement qui nous amène à être majoritaire? Et avec qui? Et donc le président du DI, plutôt que de partir dans une aventure personnelle, une nouvelle fois, je vais être candidat à la présidentielle, il doit au contraire construire une équipe qui va décider collectivement de l'avenir de notre famille politique. Mais Hervé Morin, oui, vous avez envie d'être candidat à la présidentielle, évidemment. Quel est l'homme politique qui n'a pas envie de ça? Franchement, soyons francs. Jean-Jacques Bourdin. D'ailleurs, vous aviez eu envie, et puis vous vous êtes retiré. J'allais vous le dire. Oui. Je suis peut-être mieux placé que quiconque, après avoir été un lieutenant acharné de 2 campagnes présidentielles auprès du président du DF de l'époque qui s'appelait François Bayrou, j'ai pensé aussi qu'en 2012 il y avait je me suis trompé, mais qu'il y avait une opportunité, un message de centre droit, moderne, etc. face aux dérives qu'on pouvait constater sur le système ou la présidence de Sarkozy. Bon, je me suis trompé. Parce qu'en fait, en vérité, c'est un long chemin pour que vous rentriez dans cette espèce d'inconscient collectif du pays qui dit tiens, celui-ci, on pourrait peut-être le mettre. Mais parce qu'Hervé Morin. Et donc je vous dis. Donc je vous dis, moi j'ai pas cette obsession du tout, parce que je sais ce que c'est. Donc vous n'avez pas cette obsession. Donc vous êtes président de l'UDI, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. Je dis que ça n'est pas ma priorité du tout. Mais vous n'écartez pas l'idée quand même. Je vous dis, pour moi, il y a une priorité, un projet. Est-ce que ce projet est capable de construire une majorité? Et deuxièmement, est-ce qu'on se fout pas? Est-ce qu'on va pas dans le mur en mettant Marine Le Pen face à un socialiste au second tour de la présidentielle? Voilà. Et Jean-Louis Borloo reviendra en politique ou pas? J'ai entendu comme vous ces déclarations, le retrait, etc. J'ai été le seul le jour de son annonce à dire j'espère qu'il reviendra. Oui. Vous espérez qu'il reviendra? Je suis sûr même qu'il reviendra. Voyez? Ah bon? Au fond de moi-même, je suis sûr qu'il reviendra. Qu'il reviendra en politique, parce que d'une part, vous savez, la politique, comment vous dire? Ça manque. C'est de la coke, hein? Oui. Bon. Et deuxièmement, je pense qu'il reviendra sur le débat d'idées.
absolument pas pour reprendre la présidence d'un parti, je crois pas ça. Mais bon, si d'ailleurs il le voulait, bienvenue, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il reviendra dans le débat d'idées, sur le fond, sur sa capacité d'inventivité, de créativité, pour participer au débat de la présidentielle. Ça, c'est mon point de vue. Il n'a jamais été candidat à une élection présidentielle. Si j'insiste sur la présidentielle, parce que vous savez bien que c'est ce qui rythme la vie politique française. Bien, malheureusement. On va parler de la réforme institutionnelle que vous voulez engager. Jean-Jacques Bourdin, je pense qu'il y a un vrai lien. Laissez-moi un mot simplement. Allez. Il y a un vrai lien, à mon sens, entre le régime parlementaire tempéré, si je puis dire, et fédéral allemand et sa capacité de transformation et sa réussite économique. Il y a un lien entre les deux. Les Français le voient pas, mais il y a un lien profond entre des institutions capables de porter la transformation et notre réussite économique. Alors, Hervé Morin, une question un peu plus personnelle. Vous développez souvent de bonnes idées, vous êtes dynamique, mais qu'est-ce qui vous manque ? Certains disent qu'il lui manque un peu de charisme. C'est vrai ou pas? Vous sentez? Qu'est-ce qui vous manque? Vous vous rendez compte de la question que vous me posez? Mais oui, mais je vous la pose. Moi, je joue la pose. Voilà, je fais de la politique avec conviction. J'en ai marre du sentiment. J'en ai marre d'être éclaboussé matin, midi et soir par les affaires, qui fait que tous les Français, machin, etc. Voilà. Vous avez marre de ce qui se passe à l'UMP là aujourd'hui? Marre. Je sais que Philippe Vigier, notre nouveau président de groupe, la semaine dernière, par hasard, il a présenté les comptes du groupe. Nous l'avons invité à mettre les comptes du groupe sur la table et dire aux Français, tout le monde n'est pas fait de la même façon dans la vie politique française. Bon, j'ai eu le courage de présenter des propositions économiques qui ont parfois décoiffé. J'ai dit que les 35 heures c'était une catastrophe pour le pays quand toute l'Europe travaille plus, Allemands, Anglais, Belges, Hollandais compris, et qu'il fallait faire un vrai choc de compétitivité et en même temps redonner du pouvoir d'achat en baissant les charges sociales salariales, c'est-à-dire on travaille plus et en même temps immédiatement vous avez un 13e mois, on a hurlé en disant mais ça y est, on veut retravailler un peu plus, mais pourquoi ce serait un drame de travailler un peu plus pour relancer la machine économique? Pourquoi ce serait un drame de mettre l'épargne au service de l'investissement et de la production et non pas de les mettre sur des livrets de caisse d'épargne? Pourquoi ce serait un drame de préconiser l'assouplissement du droit du travail alors qu'on sait très bien qu'on entend matin, midi et soir des petits patrons dire le droit du travail est tellement complexe, tellement rigide que j'ose pas embaucher. Bon, moi j'ai dit tout ça. Alors, ça suffit pas en effet pour créer les conditions d'une candidature à la présidentielle, mais j'ai envie de porter ce à quoi je crois. Voilà. Vous disiez en décembre, le candidat naturel de l'UMP, c'est encore Nicolas Sarkozy. Ouais. Vous dites toujours la même chose en juin? Bah oui. Oui. Ouais. C'est le candidat naturel de l'UMP. Vous voulez que je vous raconte une chose? Oui, allez-y, racontez-moi. Ouais. Je vais vous dire comment ça va se passer. Je vais vous faire le film de l'année. Allez. Hein? Ça va être... la presse a expliqué que ça allait être Alain Juppé, etc. pour une période. Il est là demain à votre place. Tiens. Et puis, bientôt, il va y avoir un autre sujet. On va nous dire, oui, ça va être un quarantenaire. Vous allez avoir 6 mois, là, sur le film, il y a un quarantenaire. Puis vous allez voir, dans 6 mois, notre film, ça va être une femme. Bon, on va un autre film. Et puis finalement, tout le monde va dire, ça va être Sarkozy. Parce que sauf ennui judiciaire majeur, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, à ceux qui voudraient entendre autre chose, je pense qu'il reste... S'il est candidat, vous voterez pour lui? Je dis que j'essaierai de tout mettre en situation de proposer une alternative à l'UMP et au PS. Donc à Nicolas Sarkozy. Donc à Nicolas Sarkozy. Donc au premier tour, je vais quand même essayer de faire en sorte que dans ma famille politique, libérale, humaniste, laïque, que nous soyons en situation d'avoir quelqu'un qui puisse dire aux Français on va faire autre chose que les socialistes. Vous vous rendez compte dans quelle situation politique se trouve la France aujourd'hui? Le Front National ne peut pas gouverner parce qu'il est seul. L'UMP... n'en parlons même pas, engoncé dans ses affaires internes. Le PS déconsidéré. Le centre, introuvable. Je suis d'accord. Les écologistes, mineurs. Alors qui peut gouverner? Où en est ce pays, institutionnellement parlant, Hervé Morin? C'est pour cela il n'y a plus de patron, il n'y a plus de chef, il n'y a plus... Oui. C'est pour cela que je vous dis qu'il nous faut une rénovation institutionnelle profonde. Alors qu'est-ce que vous proposez? La rénovation institutionnelle profonde, elle passe par la restauration de la confiance. Oui, ça tout le monde le dit. La restauration de la confiance, c'est un référendum où on dit aux Français, on va réduire le nombre de parlementaires, on va clarifier
clairement la gouvernance publique, notamment des collectivités locales, parce qu'on n'y arrivera pas au Parlement. C'est les règles de financement des partis politiques. On n'arrive même pas à mettre en route une réforme territoriale. Je vous le dis. Donc il faut passer outre le Parlement et s'adresser aux Français et engager sa responsabilité là-dessus. Parce que le président de la République doit organiser un référendum sur les institutions et engager sa responsabilité. Oui, si les Français répondent non, il s'en va. Il s'en va. Je vous rappelle que François Hollande l'écrivait dans un livre qui sont ses entretiens avec Edwy Plenel, où il explique en 2008 que quand il y a un sentiment de défiance profond entre le chef de l'État et le peuple, il y a besoin de revenir vers le peuple. On peut imaginer que le président démissionne, voilà ce qu'il écrivait. Voilà. Donc on peut aussi imaginer qu'il y ait un référendum qui permette de rétablir, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas rester 3 ans comme ça. On va pas être 3 ans dans l'impuissance. On va pas être 3 ans avec un Manuel Valls ayant pour mission première d'être le pompier, distribuant un truc, négociant un autre, sans qu'il y ait de transformation structurelle dont la France a absolument besoin. Et pour ça, on a besoin de construire un Parlement où on met de la proportionnelle, où on peut construire une majorité d'idées, où on ne considère pas... Donc référendum, proportionnel, réduction du nombre de parlementaires, financement de la vie politique. Alors, autrement, si les Français disent oui, et tant mieux. Et vous voterez oui, vous, à ce référendum. Si les Français disent oui, François Hollande est conforté. Hollande est conforté. Oui, et la démocratie française s'en portera mieux parce qu'on aura essayé de rétablir un lien. Si les Français disent oui, François Hollande est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, mais là, François Hollande aura gagné enfin une légitimité et on ira. Qu'il n'a pas aujourd'hui. Il n'est pas légitime à vos yeux. Une légitimité liée à son élection. Il n'a plus de socle politique pour pouvoir mener des transformations. Mais est-ce qu'il est illégitime? Non, il n'est pas illégitime au sens institutionnel du terme. Mais il n'a plus de socle politique lui permettant de transformer le pays. Il doit démissionner? Je vous dis aujourd'hui. Je dis qu'il doit avoir une réponse politique à un moment ou à un autre. Et on verra bien. Bon. Ça peut être la dissolution, ça peut être la démission, ça peut être un référendum. Bon. C'est lui-même qui le disait d'ailleurs. Hein. Bon. Oui. Oui. Donc pour l'instant, pas de législative anticipée, pas de dissolution. Avant. Non, on met pas la charrue avant les bœufs. On verra bien. Bon, parce que ça se murmure. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire sur le budget? Vous allez voter contre sur la réforme, enfin la dernière, la rectificative du budget? Écoutez, où sont les 50 milliards d'économies? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous votez contre systématiquement? Nous avons dit à François Hollande, quand nous l'avons rencontré il y a 1 mois et demi, sur la réforme territoriale, nous lui avons dit, si cette réforme va dans le bon sens, on la votera. Elle va dans le bon sens, là, pour l'instant? Pour l'instant, on n'en sait rien. Bon, voilà. Mais vous avez vu, toutes les protestations qui s'élèvent. Si François Hollande était capable de nous présenter un plan de réduction de la dépense publique de 50 milliards, dont on attend toujours le premier sou, pourquoi pas? Si nous avons une vraie réforme fiscale qui oriente la fiscalité vers le travail, la production, pourquoi pas? Mais vous voyez bien qu'il n'y a plus de majorité pour tout ça, c'est fini. C'est fini. Mais vous voyez bien que rien ne se passe. Il n'y a plus de pouvoir. Vous voyez bien que rien ne se passe. Donc il n'y a plus de pouvoir. Je dis que la France ne tiendra pas 3 ans comme ça avec un système qui est impuissant à procéder à la moindre transformation. Vous voyez, regardez. On va prendre un exemple. Allez-y. Un exemple. Les notations. Oui. Le ministre de l'Éducation nationale a raison quand il dit les notations, le système marche pas. Moi, j'ai connu des lettres. C'est pas les lettres ou les trucs, ça changera rien au problème. Le vrai sujet, c'est est-ce que la note, c'est une sanction ou est-ce que c'est un encouragement? Oui. Est-ce que ça suffit? Probablement non. Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Moi, je me souviens, j'ai été un très mauvais élève et un bon élève. J'ai eu des périodes compliquées, des bonnes périodes. Mais le système en France, c'est, grosso modo, ça va jamais assez. Plutôt que d'être comme aux États-Unis en disant tu peux y arriver, tu vas progresser. On donne pas confiance à l'élève. Et d'ailleurs, si vous allez dans un collège américain, vous n'avez pas les meilleures notes d'afficher dans les couloirs. Vous avez ceux qui ont fait la meilleure progression. Ça, c'est intéressant. Bon. Mais derrière tout ça, il y a un sujet de fond. Est-ce qu'il suffit de mettre 60 000 profs de plus et les notations pour que notre système éducatif progresse alors qu'il décline dans tous les classements internationaux? Et là, il y a une vraie transformation à mener. Et cette transformation, vous voyez bien qu'elle est impossible parce qu'il n'y a pas de socle politique pour ça. Et donc, derrière tout ça, il y a une idée majeure. C'est que, quelles que soient les propositions que vous fassiez, vous avez 2 obligations le jour où vous avez la majorité. La première, c'est d'être dans une pédagogie inlassable du monde nouveau.
Dire pourquoi, quel sens, et la deuxième, surtout, majeure, c'est que vous avez 6 mois pour le faire. Vous devez le faire en faisant siéger le Parlement jour et nuit, par ordonnance, comme ça a été fait en 81, comme ça a été fait en 86, et que pendant 6 mois, on dise, voilà, il y a eu un projet, j'ai été élu, et je vais le mener. Dernier mot, Alstom, bien géré, ce dossier par le gouvernement? Écoutez, le gouvernement était légitime à s'engager sur Alstom, c'était son droit. Il était légitime à essayer de trouver une autre solution qu'il n'a pas trouvée, qui était la solution européenne. Les Américains ne sont pas par nature des hostiles. General Electric a des accords historiques avec la France. Si on a un magnifique succès industriel sur l'aéronautique avec le CFM 56 qui est un moteur, c'est grâce à l'accord entre GE et Safran. Bon, tout ça fait que on a amélioré la proposition, mais pardon, 2 milliards d'euros. C'est-à-dire le coût pour le contribuable, de l'intégration de l'État dans le capital d'Alstom, pourquoi faire 2 milliards pour faire quoi? De la politique? Pour expliquer à M. Montebourg qu'il avait raison? Je pose la question parce que j'ai toujours pas compris. Merci Hervé Morin, 8h57.